On va laisser la parole pour une keynote de 30 minutes cette fois-ci à Clément Hélard, qui est ingénieux, créatif, cofondateur de Good Journée, qui est une entreprise qui a pour mission de rendre cool, je le cite, l'éducation pour créer un futur meilleur. Je lui donne donc de ce pas la parole. C'est bon. De rien. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous laisse, si vous voulez, vous détendre un petit peu 2 secondes, le temps que je boive un petit verre d'eau et que je fasse mes étirements post-repas du midi. Je vous invite à étirer la peau des fesses qui est très assise toute la journée, donc n'hésitez pas. C'est vrai, c'est une pratique de yoga. On va pouvoir y aller. Tout le monde va bien? Ouais, ça va. Bon, c'est très difficile de passer après Monsieur Pont, hein, quand même. Très difficile. Donc on va essayer de garder cette intensité et de garder ce niveau de discours, parce que pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est très rare d'avoir des discussions d'officiels, d'avoir des dialogues d'officiels qui soient aussi ouverts sur parler des défauts, parler des qualités, qui ne soient pas déjà dans la campagne de 2022, quoi. Donc c'est plutôt cool. Et en tant que jeune entrepreneur, je trouve ça aussi très intéressant de voir que finalement, dans les instances qui nous gouvernent et qui nous dirigent, on prend quand même conscience de certaines choses, certainement à certains égards trop tard, mais en tout cas, ils ont l'avantage, en tout cas qu'on peut leur donner, d'avoir pris conscience de certaines choses. Et ce qu'on entend aujourd'hui laisse songeur et laisse rêveur. Ça laisse rêveur pour le futur. Et justement, le futur, c'est de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on est venu parler du futur? Alors, grande nouvelle, je vous parle du futur parce que le futur, c'est quelque chose qui vous concerne tous. Déjà, entre ce que je suis en train de vous dire là et le moment où je buvais de l'eau tout à l'heure et où je vous suggérais de vous étirer la peau des fesses pour ne pas avoir trop mal aux fesses, déjà, on est dans le futur. C'est-à-dire que le futur, c'est à peu près la seule chose qu'on a en commun, vous et moi. Et tous dans cette salle, regardez à droite, à gauche, la chose que vous avez en commun avec les personnes qui sont à côté de vous, c'est que vous vous dirigez tous inexorablement vers le futur. Le passé, on le connaît, rassurant ou pas. Le présent, on le vit, il devient très vite le passé. Mais le futur, il est excitant parce que tout est encore à écrire dans le futur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, mais en même temps, il fait un peu flipper le futur. Moi, je suis issu d'une génération où... malheureusement, je suis né après le moment où on envisageait le futur comme quelque chose de plutôt cool. Je suis né, par exemple, après des films comme Retour vers le futur. Moi, je suis né à l'époque où on parlait plutôt de Terminator, où on parlait plutôt de Black Mirror. Bon, j'étais pas né à 1984, George Orwell, mais je connais quand même cette référence-là. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que quand on imagine le futur, et tout ce que ça implique, on a souvent tendance à être pessimiste? On imagine que si demain on a des robots, de toute façon, inexorablement, ils finiront par nous remplacer. On imagine que de toute façon, si on a des technologies, eh bien demain, inexorablement, elles finiront par nous rendre feignants. On imagine aussi qu'on peut être manipulé facilement par les médias de masse. Et dans une certaine mesure, toutes ces choses qu'on imagine sont vraies. Et personne d'entre nous pourrait le nier. Je suis ici pour vous dire qu'en fait, on peut faire mieux. Et que de se morfondre et de se dire que le futur, ça sera forcément ce genre de choses, finalement, c'est peut-être le meilleur moyen pour que ça arrive, ce genre de choses. Et si demain, chacune et chacun d'entre vous veut construire le futur, posez-vous la question, est-ce que je veux le construire en pensant que dans tous les cas, ça va mal se finir? Ou est-ce que je préfère le penser d'un point de vue plutôt optimiste? Et j'ai dit optimiste. J'ai pas dit naïf. D'accord? Parce que, en fait, le fait est que l'être humain, il rêve. Certaines et certains d'entre vous, peut-être cette nuit déjà, ont fait des rêves. Certains et certaines d'entre vous, peut-être pendant cette conférence, ont fait des rêves déjà. Okay? On fait des cauchemars, on fait des rêves, mais le fait est que ce qui nous distingue, nous, des dauphins, qui sont une espèce très intelligente, c'est qu'on est capable d'imaginer que potentiellement, dans 50 ans ou dans 100 ans, on aura des villes qui seront à la fois très urbaines, mais aussi très végétales. J'ai jamais rencontré un dauphin qui m'a raconté que plus tard, l'océan serait à la fois une ville et aussi très digital. On est capable aussi d'envoyer des gens dans l'espace, à tort ou à raison, mais
Vous avez déjà vu un dauphin astronaute? Non. Alors, est-ce que, il y a beaucoup de gens d'entre vous qui vont dire voyage dans l'espace, c'est pas utile, ça apporte quand même pas mal de choses. En tout cas, ça permet de rêver dans une certaine mesure. Vous avez peut-être vu qu'hier, il y a pour la première fois de l'histoire de l'humanité, 4 civils qui sont partis en orbite pour faire un voyage dans l'espace. Peut-être que ça ne fait pas rêver certains d'entre vous, moi en tout cas personnellement oui. Et puis, même dans la pop culture, on a été capable de rêver des choses. Dans Retour vers le futur, il n'y a pas de catastrophe incroyable mondiale. Il y a des problèmes humains, des problèmes sociaux, des problèmes de relations, des problèmes de harcèlement, de ce genre de choses. Mais finalement, le monde qu'on nous propose est plutôt sympa. Ils ont inventé le micro-ondes avant que le micro-ondes existe dans notre monde, quoi. Et le fait est que rêver, c'est une des particularités de l'être humain. On est des homo sapiens. On devrait peut-être dire humano sapiens, mais a priori, ils n'avaient pas grand-chose à faire dans le monde d'avant. Donc on est des homo sapiens. Homo sapiens, ça veut dire homme sage, homme avec un grand H. On va donc préférer, pour inclure tout le monde, dire humain sage. D'accord ? Et la caractéristique de l'homo sapiens, sur le dauphin, sur la musaraigne, sur l'arbre, par exemple, c'est qu'il a 3 capacités, 3 fonctionnalités. Il est capable d'avoir de la mémoire, c'est-à-dire de se souvenir de ce qui s'est passé avant. Vous savez, quand on dit chat échaudé craint l'eau froide. Vous savez, quand vous brûlez une fois et que vous n'allez plus jamais remettre la main sur une flamme. Okay, ça, c'est la mémoire qui permet de faire ça. Dans la nature, il y a des choses comme ça qui existent, qui relèvent plus de l'instinct. Je vois un loup, je me casse. Okay, mais ce n'est pas de la mémoire. Ça se trouve, la petite musaraigne, elle n'avait jamais vu le loup de sa vie, quoi. Okay, c'est instinctif. Donc l'être humain a la capacité de mémoire. Il a la capacité d'imagination. Et l'imagination, c'est la capacité de projeter dans son cerveau des choses qui existent. Okay, donc je suis capable, par exemple, si je ferme les yeux là tout de suite, de m'imaginer une ville. Voilà. Elle aura des attributs connus, des immeubles, des routes, des voitures, mais elle n'existe pas, cette ville, sauf dans ma tête, je l'imagine. Et troisièmement, on a la capacité d'abstraction, c'est-à-dire qu'on est même capable, souvent sous LSD, d'imaginer des choses qui n'existent même pas, en fait. Et ça, encore une fois, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est les seuls sur cette planète, nous les êtres humains, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre sexe, peu importe notre religion, à avoir ces 3 fonctionnalités-là. Et finalement, c'est ça qui nous permet d'avancer dans l'histoire de l'humanité, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous et moi, quand on va rentrer chez nous ce soir, on ne rentrera pas dans une caverne. Ok ? Et c'est ce qui nous a permis de faire des avancées énormes dans l'histoire de l'humanité. Parce que quand vous n'avez aucun moyen de transport à part vos pieds, comment est-ce que vous pouvez commencer à imaginer monter sur un cheval pour vous balader ? Il faut quand même avoir de l'imagination, de la capacité d'abstraction. Il y a bien quelqu'un un jour qui a été la première personne à monter sur un cheval. Okay ? Est-ce que vous avez déjà vu un dauphin sur un cheval ? Toujours pas, je crois. Très intelligent, le dauphin, pourtant. Et donc, on a pu faire la locomotive à vapeur. Et puis, ce qu'on sait aujourd'hui, le monorail, l'hyperloop. Belle évolution, quand même, depuis l'époque. On était capable de faire la voiture, on était capable de faire l'avion. On était capable de se tuer en essayant de faire voler un avion pour les premiers inventeurs. On a été capable, dans le médical, de faire des avancées incroyables. Alors, aujourd'hui, certaines et certains se permettent de remettre en cause beaucoup de choses de ces avancées scientifiques, mais toujours est-il qu'on ne peut pas renier qu'on a inventé, l'être humain a inventé les vaccins. Un être humain a inventé les vaccins. On a inventé les prothèses, on a réussi à séquencer l'ADN. Très très peu d'animaux sur cette terre ont réussi à séquencer l'ADN de leur père. Ça n'existe toujours pas. Okay. Et on fait des avancées en termes de communication aussi. Vous connaissez le réseau Internet des dauphins ? Toujours pas. On est les seuls à pouvoir parler à des gens en Chine, en Australie, en Inde, un peu partout dans le monde, où on veut, à partir du moment où il y a une connexion Internet, un téléphone, une CB, comme disait monsieur tout à l'heure. Je l'ai connu, la CB. Et donc ça, c'est quelque chose d'incroyable, et ça prouve bien que finalement, on n'est pas capable, nous, en tant qu'humains, que d'imaginer des choses qui soient négatives. A priori, on est aussi capable d'imaginer des avancées qui vont nous permettre d'évoluer en tant qu'espèce. Le problème, et c'est un peu la thématique de cette conférence, c'est que science sans conscience, conscience, vous l'avez, n'est que ruine de l'âme. Et pourquoi science sans conscience n'est que ruine de l'âme ? Parce qu'avec toutes ces avancées, avec toutes ces choses incroyables qu'on est capable de produire, vous avez 2 choix. C'est un peu binaire comme façon de parler, mais vous avez 2 choix. Soit vous décidez de les utiliser
à des fins positives, entre guillemets, soit vous décidez de les utiliser à des fins moins positives. Je ne veux pas dire négatives pour éviter de créer l'effet binaire bien mal. D'accord ? Évidemment, vous allez me dire, le positif, le négatif, c'est subjectif. Évidemment, ça dépend de la culture, ça dépend des personnes, ça dépend de vos valeurs et de tout ça. Le fait est que, je vous invite à lever la main dans la salle, qui pense que bombarder des populations civiles, c'est positif ? Ouais, je me disais bien que personne n'aurait le courage de lever la main. Qui pense qu'utiliser les données de ces utilisateurs pour arriver à manipuler des foules sur des opinions politiques, c'est positif ? Et qui pense que les bombes chimiques, c'est positif ? Non ? Bon, je suis rassuré, il n'y a pas Bachar el-Assad dans la salle. C'est cool. Du coup, évidemment qu'on est tous d'accord, on a un référentiel commun, à peu près, de bien et de mal, et qu'on est d'accord que ces trucs-là, c'est pas le truc le plus cool que l'espèce humaine ait fait depuis qu'elle existe, quoi. Okay ? Évidemment, ce ne sont que des exemples, et il y en a plein d'autres. Du coup, on a en droit de se demander, est-ce que l'homo sapiens est sapiens, vraiment ? Quand on voit ce genre de choses, quand on voit le potentiel qu'on a, quand on voit les possibilités qu'on a, et quand on voit ce qu'on en fait, est-ce qu'on est sage ? Est-ce qu'on est raisonné ? Est-ce que dans 1000 ans, quand les populations regarderont l'histoire et ce qui s'est passé aujourd'hui, si on a la chance d'exister encore en tant qu'espèce dans 1000 ans, est-ce qu'ils se diront que ce qu'on fait aujourd'hui, en majorité, c'est bien ? Je n'ai pas la réponse. En tout cas, c'est une question que je vous invite à vous poser. Et le fait est qu'on n'est pas si sage que ça parce qu'on est régi par 3 instincts. Et ça, depuis l'époque des cavernes, ça n'a pas changé. On est en 2021. Et depuis l'époque des cavernes, on est tous régis par 3 instincts. La sécurité, la procréation et l'appartenance. Tout le monde se sent concerné ou pas ? À peu près ? Ok. Sécurité, procréation et appartenance. Pas grave, a priori. Ce sont des instincts, c'est normal, on veut tous se lever demain matin et continuer à vivre. On a tous envie que l'espèce humaine ne s'éteigne pas, a priori, sauf les plus nihilistes d'entre vous. Et on a tous envie de ne pas être tout seul dans sa life et de pouvoir à un moment donné appartenir à un groupe, que ce soit 2-3 amis, que ce soit une famille, que ce soit une opinion politique, une religion, un pays, un département, une association d'entrepreneurs du digital. On a envie à un moment donné d'appartenir à quelque chose. Le problème, c'est comment ils sont utilisés, ces instincts-là. Parce qu'on vit dans une société. Et ces instincts dont je vous parle, on les a à titre individuel. Et à titre individuel, ils nous font faire des choix individuels. Le problème, c'est qu'on ne vit pas tout seul. A priori, il y a d'autres personnes avec vous, vous avez des voisins sur la Terre, et du coup, vous vivez dans une société. Et ce qu'on appelle une société, c'est des gens qui vivent ensemble. Et comme vous vivez ensemble, eh bien, vos instincts à vous, ils rentrent en confrontation avec les instincts de tous les autres. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ce mix et cette confrontation d'instincts donne quelque chose de positif à la fin. Le fait est que ma théorie est de dire que ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on vit dans un monde qui est énormément bullshit sur plusieurs aspects. Et je vais définir bullshit. Il y a peut-être des marketeurs digitales qui ne vont pas du tout aimer cette slide. Je suis un marketeur digital moi-même, hein, j'ai commencé comme ça. Donc. Le monde est bullshit parce qu'on peut faire des choses incroyables et on fait du marketing digital. Parce qu'on peut sauver des vies et on fait de l'entertainment. Parce qu'on peut résoudre la faim dans le monde et qu'on fait de l'influence marketing. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est un peu un raccourci facile à faire. Parce qu'il faut qu'il y ait une vie économique, parce qu'il faut bien que les gens vivent, parce qu'il faut bien qu'il y ait de l'activité. Et je suis d'accord avec vous, je ne suis pas en train de vous dire que tout ça ne devrait pas exister. Je suis en train de vous dire que la manière dont c'est fait n'est peut-être pas la bonne manière de le faire. Peut-être que certaines de ces images vont vous dire quelque chose. Vous connaissez le dropshipping ? Ouais ? Cette technique qui consiste à créer un site e-commerce vitrine, vous n'avez aucun stock et vous faites le lien entre les stocks de AliExpress et le consommateur final. A priori, 0 problème à faire du dropshipping, ça existe depuis la nuit des temps. Grande nouvelle pour ceux qui se disent « je vais faire un site de dropshipping, ça va être génial ». Vous n'avez rien inventé, ça existe depuis la nuit des temps, le dropshipping, en tout cas depuis la vie économique, quoi. Okay ? Le problème, c'est la manière de faire du dropshipping. Parce que quand vous achetez un épilateur laser 3 € sur AliExpress et que vous le revendez 70 en disant qu'en fait il en valait 30, c'est pas honnête. Et c'est là que le dropshipping pose problème. Parce que vous allez faire ça à des petites filles, vous allez faire ça à des petits garçons, vous allez faire ça à des publics qui sont facilement influençables. Pas forcément même petits,
des adultes qui sont influençables. Et vous avez aussi des émissions culturelles très intéressantes, comme ce que vous avez en bas. Donc je ne prendrai pas le temps d'en parler. Je pense que ça parle tout seul. J'ai quelque chose à vous proposer, une réflexion à vous proposer sur la différence entre la nouveauté et l'innovation. Je crois fondamentalement et personnellement qu'on est beaucoup trop centré dans notre société sur la nouveauté. Et qu'est-ce que nous apporte la nouveauté? Un sentiment d'appartenance. Qu'est-ce que nous apporte la nouveauté? Un sentiment de sécurité. Qu'est-ce que nous apporte la nouveauté? Potentiellement, ça dépend de quelle nouveauté, la possibilité de procréer. Mais la nouveauté, c'est totalement différent de l'innovation. La nouveauté, c'est tous les ans faire des relifts de nos voitures, où on change juste quelques lignes sur le pare-choc, où on change juste une couture dans la voiture, et on sort en disant « nouvelle voiture ». Et on crée le sentiment d'urgence chez les gens. Et la nécessité pour eux d'aller acheter cette nouvelle voiture, même si au final elle n'a rien de plus que l'autre, mis à part peut-être un pare-choc un peu plus sport, quoi. Et ça ne sert à rien. Ça, c'est de la nouveauté. L'innovation, c'est de transformer la manière qu'on a de voir la voiture. C'est de faire des voitures autonomes, c'est de faire des voitures uniplaces, de faire des voitures qui roulent à des carburants différents. Là, on commence à rentrer dans l'innovation. Changer le design d'une voiture qui a les mêmes fonctionnalités, ce n'est pas de l'innovation. Les téléphones portables. Est-ce que vous avez regardé la keynote d'Apple? Qui a acheté l'iPhone 13? Levez la main et je vous demande de sortir tout de suite de la salle. Ah, bon, ça va, vous pouvez rester. Vous avez vu l'iPhone 13? Oh, il y a peut-être des spécificités techniques un peu plus sympas, mais quel est le truc rationnel qui va vous faire jeter votre iPhone 12 à la poubelle pour aller acheter l'iPhone 13? Quel est le truc que l'iPhone 13 va changer dans votre vie qui mérite que vous mettiez 1 500 € dans un téléphone alors que celui que vous aviez avant fait la même chose quasiment? Vous voulez prendre des plus beaux selfies? Pardon? La passion, pourquoi? Non, pour la nouveauté. La passion pour la nouveauté, peut-être, plutôt que... L'innovation, c'est de réinventer la manière qu'on a de voir le smartphone, qu'on a de voir les communications, qu'on a de voir l'appareil qui nous permet d'accéder à Internet de l'autre côté. Là, on est dans l'innovation. Et le fait est qu'en fait, on n'a pas trop de choix. On n'est plus dans une époque où on est en train de se dire « oui, oh, c'est bon, on peut quand même consommer les ressources. De toute façon, on a une autre planète. » Ou « de toute façon, ils reproduiront des ressources à l'avenir. » ou... C'est pas possible. C'est pas un scénario envisageable, ça. Notre maison brûle, en fait. Notre maison brûle parce que deux personnages qu'on aime tous beaucoup l'ont dit, et parce que l'être humain a agi sur la planète d'une certaine manière, on assiste aujourd'hui à des conséquences qui nous touchent tous, qui vont nous toucher à l'avenir, qui nous ont touchés dans le passé et qui nous toucheront encore plus dans le futur. Et même si vous n'êtes plus là, ça touchera vos enfants, vos petits-enfants, etc. Encore une fois, je ne fais pas du catastrophisme écologique. J'essaie juste de vous amener à un point de réflexion où vous allez vous poser la question de la nécessité de ce qu'on fait dans nos vies, d'accord, et de ce qu'on consomme. Il y a un dérèglement climatique qui est en partie dû à l'homme, en partie pas, d'accord, mais on a quand même la partie due à l'homme. Okay, donc on ne peut pas dire « oui, c'est pas que nous ». C'est en partie nous. Il y a une disparition de la faune et la flore, qui encore une fois est due à l'évolution de la biodiversité, mais en grande partie due à l'être humain. On a aussi l'épuisement des ressources, qui est dû au fait que les ressources sont finies. Ça, c'est la construction de la Terre qui veut ça, quoi. Enfin, la constitution de la Terre qui fait ça. Donc, ce n'est pas de notre faute. Par contre, le fait qu'on aille les épuiser, c'est notre faute. Moi, par exemple, à cause de ces phénomènes-là, j'ai toujours pas de PS5. Si quelqu'un en a une à vendre, d'ailleurs, je la reprends 700 €. Donc j'ai toujours pas de PS5, et bon, c'est une blague, évidemment, cette PS5, on ne l'a pas, et les constructeurs de voitures aujourd'hui sont en peine, et les fabricants de produits électroniques sont en peine, parce qu'on épuise les ressources. Et que les seuls qui sont capables d'aller chercher les ressources, bon après on rentre dans la géopolitique, ça va devenir chiant, mais les seuls qui sont capables d'aller chercher les ressources, ils nous tiennent un peu par le cou en disant « oh, tu payes maintenant okay. ». Et c'est le plus offrant qui l'aura. Mais le fait est que ces changements dont je vous parle, en tant qu'espèce humaine, on en souffre.
On peut dire ce qu'on veut du réchauffement climatique, ça ne me touche pas. On peut dire ce qu'on veut de la disparition de la faune et la flore, je m'en fous, j'aime pas les animaux. On peut dire ce qu'on veut de l'épuisement des ressources, de toute façon je suis déjà quelqu'un qui a plein de ressources, j'en ai pas besoin d'autres. Mais ça nous touche de manière générale en tant que société et en tant qu'espèce humaine. Parce que c'est à cause de tout ça et de tous ces phénomènes-là, de nouveautés, d'innovation, d'épuisement des ressources, etc., tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, que la société est en souffrance aujourd'hui. Et la société au sens large, évidemment, avec des particularités de continent en continent, de culture en culture, parce qu'on n'a pas la même histoire. Mais au final, et je vous l'assure, parce que je parle en ce moment pour mon travail avec des experts du monde entier, la situation qu'on vit aujourd'hui en France, beaucoup la partagent avec des spécificités dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, partout. On vit cette polarisation de la société. Ça veut dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le positif, il y a le négatif. Enfin, moi, je vous ai dit, il y a le positif, il y a le moins positif. Ben, on pense de plus en plus dans notre société qu'il y a un camp du bien, un camp du mal. Et évidemment, chacun voit le bien devant lui et le mal en face. On voit aussi, et ça fait pourtant des années, moi je me souviens en cours d'économie, on me le disait déjà au lycée, qu'il y a une croissance des inégalités. Des inégalités, oui, c'est ce que j'ai dit. Non, oui. Une croissance des inégalités, qui fait que les pauvres sont plus pauvres, les riches sont plus riches, on l'a vu là pendant la crise. Encore une fois, je suis ni en train de jeter la pierre aux riches ou aux pauvres, je suis juste en train de faire un constat sur ce qui se passe. Et enfin, ce troisième point, c'est qu'on est en crise d'identité. Et comment on sait qu'on est en crise d'identité quand on est une espèce humaine ? Ben là, je rejoins peut-être Laura sur la philosophie, tu abonderas ou pas en mon sens, mais la crise d'identité de l'espèce humaine, c'est quand on n'a plus assez de repères pour savoir exactement qui on est. Et quand, lorsqu'on rentre dans un débat avec quelqu'un sur des idées politiques, par exemple, on est incapable de débattre avec cette personne parce que quand on nous attaque sur nos arguments politiques, on a l'impression qu'on nous attaque sur notre personne. Parce que quand on ne sait plus exactement qui on est, eh bien on a tendance à aller chercher des extrêmes pour nous conforter dans ce qu'on est. On va se réfugier dans des réseaux plus ou moins grands, dans des religions, dans des associations, dans des entreprises, dans des familles. On va s'attacher à des choses qui nous font nous sentir confortables avec notre identité et qui nous rassurent un peu sur qui on est. Et moi, je pense personnellement qu'en tant qu'espèce humaine, on peut faire mieux. Avec les super pouvoirs que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de mémoire, d'abstraction, d'imagination, et même, en fait, en tirant profit des instincts qu'on a, qui sont des instincts primaires, et a priori qui, dans l'histoire de l'humanité, existeront toujours. L'être humain aura toujours besoin de sécurité, il aura toujours besoin d'appartenance, et il aura toujours besoin d'évoluer et de créer des outils pour évoluer. Et moi, je pense, comme oncle Ben, paix à son âme, qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et que le fait de changer le monde et le fait de créer un meilleur futur et d'imaginer un meilleur futur, ce n'est pas le lot des politiques, ce n'est pas le lot des scientifiques, ce n'est pas le lot des artistes, c'est notre responsabilité à tous, un tout à chacun. Quand vous rentrez le soir chez vous, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer le monde à mon échelle ? Parce que vous pouvez toujours dire que les politiques sont véreux, vous pouvez toujours dire que les scientifiques sont malhonnêtes, vous pouvez toujours dire que les artistes sont trop payés pour ce qu'ils font. Mais vous, qu'est-ce que vous faites, vous ? Et c'est ça qu'on doit se dire. Parce que finalement, la Terre, c'est juste un immense projet sur lequel chacun de nous a quelque chose à dire. Je vous propose, pour réfléchir à ça, une petite matrice, donc je ne vais pas avoir le temps d'en parler plus que ça, une matrice qui s'appelle le Golden Circle, qui a été théorisée par un économiste américain qui s'appelle Simon Sinek, qui a fait un TED sur le sujet que je vous invite à regarder. Et Simon Sinek théorise le rôle que chacun a, alors lui il prend le parti des marques, mais on peut l'appliquer à l'individu, par la raison d'être. Et la raison d'être, c'est ce qui est au cœur de ce que vous faites. Tous les jours, vous travaillez, vous vous occupez de vos enfants, vous faites de la musique, vous participez à des associations. Mais pourquoi vous faites tout ça ? Quel est le truc au plus profond de vous qui vous motive à faire ce genre de choses ? Quand vous voulez participer à une association, qu'est-ce qui vous motive à participer à cette association ? Vous allez me dire oui, parce que c'est sympa, parce que j'ai besoin de voir du monde. C'est toujours pas ça. Creusez plus profond. Pourquoi c'est sympa ? Qu'est-ce que tu trouves sympa ? Pourquoi tu as besoin de voir du monde ? Qu'est-ce qui est cool dans le fait de voir du monde ? Ouais, j'aime bien voir du monde parce que ça me fait me sentir moins seul. D'accord, mais pourquoi tu as besoin de te sentir moins seul ? Et c'est en vous posant, comme un enfant finalement, la question du pourquoi quotidiennement sur toutes vos actions, que vous allez remonter à la source de ce qui vous motive personnellement. Et ça, c'est ce qu'on demande aux entreprises, d'avoir une raison d'être.
Mais c'est finalement ce qu'on doit se demander à chacun d'entre nous. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous motive intrinsèquement? C'est jamais l'argent. C'est jamais la notoriété. Ça, c'est des conséquences de ce que vous faites. Si c'est ça votre objectif premier, désolé de vous le dire, mais soit vous allez y arriver et vous allez finir malheureux, soit vous n'allez pas y arriver et vous allez finir malheureux. Okay, vous savez, tous ces gens très riches, très célèbres qui se retrouvent malheureux. Raison d'être. On n'est jamais malheureux quand on remplit sa raison d'être. On n'est jamais malheureux quand on satisfait le pourquoi on fait ce qu'on fait. Et je tenais à vous parler de 2-3 personnes qui inspirent et qui expirent aussi, a priori, puisque ce sont des êtres humains. Thomas Pesquet, Martin Luther King, Greta Thunberg, j'en ai mis 3, j'aurais pu en mettre 1 million. Il y a plein de gens qui inspirent. Moi, mes grands-parents m'inspirent, par exemple. Vous avez certainement des gens dans votre famille qui vous inspirent, des amis peut-être qui vous inspirent. Ma conjointe m'inspire beaucoup. Mes amis m'inspirent beaucoup. Et il faut s'inspirer des gens qui nous inspirent et se demander pourquoi. Qu'est-ce qui est si important dans le fait d'inspirer un changement dans les gens? Moi, je pense personnellement qu'on doit rêver. Et qu'il est hors de question, en tout cas moi je refuse personnellement de vivre sur une planète où on est fataliste. Et où on se dit que dans tous les cas, peu importe ce qui va arriver, de toute façon ça sera la merde, et la planète va brûler. Donc, advienne que pourra, YOLO. Prenons un Moscow Mule et allons danser sur les quais de Seine. Non, oui, c'était pas mal quand même, c'est vrai. Prenons le Moscow Mule, allons sur les quais de Seine et cherchons notre raison d'être. On peut le faire aussi. Mais on doit rêver. Et comment on peut rêver? On l'a vu déjà un petit peu tout à l'heure, on peut rêver en faisant de l'innovation éthique. Parce que innover, c'est bien, mais innover en détruisant la planète, au bout du compte, le résultat, il n'est pas bon, quoi. On peut aussi rêver en ayant de l'ambition. Vous savez, l'ambition, le mot qu'on n'aime pas trop en France, vous savez ce que c'est l'étymologie du mot ambition? Laura, toi qui adores l'étymologie. L'ambition, c'est la volonté de réaliser quelque chose de grand. C'est pas du tout un truc de dents longues, de je vais écraser tout le monde pour y arriver, à la base. L'ambition, ça peut très bien être positive. J'ai l'ambition de sauver le monde, j'ai l'ambition d'aider les gens à se nourrir, d'aider les gens à s'orienter. Okay, vous avez, a priori, si vous êtes à peu près entrepreneur, entrepreneuse, vous avez une once d'ambition qui vous permet de vous motiver chaque jour à faire ce que vous faites, quoi. Et de lancer des produits révolutionnaires. Et lancer des produits révolutionnaires, et je crois que Dominique Pont vous l'a très bien dit, madame tout à l'heure, je crois que c'était peut-être madame qui était derrière qui a dû partir, mais on ne veut pas voir le Google des légumes frais. Ça ne sert à rien. On ne veut pas voir le YouTube des associations. On s'en fout un peu, tout ça. C'est du gadget. Ce qu'il faut dans le monde, c'est des produits révolutionnaires qui vont changer notre manière de voir les choses, qui vont améliorer les choses, qui vont respecter l'environnement, qui vont changer tous les problèmes qu'on a pu apporter depuis l'ère industrielle, etc. On a besoin d'ambition, on a besoin de rêve, on a besoin de révolution dans ce qu'on fait. Tout ça, comme je vous l'ai dit au début de la conversation, je crois qu'on doit le faire pour le futur. Et si vous ne le faites pas pour vous, alors faites-le pour ceux qui viendront après vous. Parce que c'est notre mission à tous sur Terre de créer un meilleur futur. Merci beaucoup, je m'appelle Clément Hélard, je viens de Good Journey et c'était un plaisir de vous parler. Merci Clément. Reste seconde. On ira boire un Moscow Mule du coup, pour parler raison d'être, parce que j'aurais pas le temps de rebondir sur tout. Mais merci, c'était passionnant. J'avais juste envie de te faire un clin d'œil sur ça, parce que tu as dit tout à l'heure assez joliment, et je pense que c'est ce qu'on entend, tu es quelqu'un d'optimiste. Mais pas naïf. Voilà, mais pas naïf. Et ça, c'est passionnant, parce que moi qui adore les mots, et pas juste par amour des mots, je suis convaincue que la plupart des mots, M-A-U-X, qu'on a relationnels partent des mots qu'on utilise. Et l'optimisme, ça veut tout dire et rien dire à la fois si on ne détaille pas ce que c'est. Et il y a 2 façons d'être optimiste. Vous pouvez vous attendre au meilleur, il ne peut pas se passer grand-chose, et vous pouvez faire en sorte qu'il arrive. Donc c'est la même personne qui se dit optimiste. Et j'ai beaucoup apprécié le fait de le distinguer de naïf, parce que quand tu reprends le mot optimisme, et tu as l'air d'être assez sensible aux mots comme moi, prenez le mot optimisme, visionnez-le, c'est toujours important. Vous pouvez y lire et y deviner et entendre opt et mise, optimise, et vous prenez le me à la fin, c'est mis en anglais, sans filer à l'anglaise, ça donne qu'est-ce que c'est que l'optimisme, si ce n'est ce qui vous optimise vous-même.
et on retombe sur nos pattes, du coup, parce qu'il y a vraiment l'idée de se dire comment je fais en sorte de me rendre optimiste. J'ai essayé d'être à ton niveau là-dessus, Voilà, mais j'ai pas réussi. Non, mais je voulais faire absolument le clin d'œil sur ça parce que j'ai trouvé intéressant que tu soulignes l'optimisme et la naïveté, parce que pour certains, peut-être que spontanément, le mot optimisme n'a pas vocation à être prononcé, alors que si, je crois que... Merci beaucoup, c'était parfait. Merci. Merci à toi, c'était super.